Quand je suis tombée enceinte à 15 ans, mes parents m'avaient promis « on t'aidera à t'en occuper ». Mais le jour où j'ai accouché, ils m'ont tourné le dos. Je me suis donc débrouillée seule et j'y suis arrivée. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, ils font soudainement irruption dans ma vie, tentant de m'arracher ma fille en déposant un faux signalement auprès des services sociaux. À 15 ans, cette grossesse, je ne l'avais pas voulu. Comme tant d'autres filles de mon âge, j'avais un petit ami toxique, du genre à piquer une crise si je parlais à un prof homme, à fouiller mon portable sans scrupule. Un jour, il a découvert que j'étais allée rendre visite à mon parrain à l'hôpital sans le prévenir et a décidé de me punir. Selon lui, la seule manière de passer l'éponge, c'était que je le laisse prendre ma virginité, sans protection. Il m'a dit que cela prouverait que je l'aimais. J'aurais voulu dire non, mais sa colère m'a terrorisée. J'ai eu peur de ce qui se passerait si je refusais. Alors j'ai cédé. Résultat, je suis tombée enceinte et il a disparu. Plus jamais de nouvelles. Il m'a bloquée partout et a déménagé à l'autre bout du pays. Complètement paniquée, j'ai tout raconté à mes parents. Ma mère m'a dit « on t'aidera à t'en occuper ». Mon père s'est contenté d'un signe de tête. Je ne sais pas pourquoi je les ai crus, mais j'avais besoin d'y croire. Leurs paroles ont été la seule raison pour laquelle je n'ai pas interrompu la grossesse. Surtout que tout le monde me tournait le dos. Au lycée, on me traitait de fille facile. Les rumeurs disaient que j'avais voulu piéger mon ex avec un bébé. J'ai fini par décrocher. Il ne me restait que mes parents et ce qu'ils acceptaient de me donner, jusqu'à la naissance. En rentrant de la maternité avec Anna, je m'attendais à trouver sa chambre toute prête, mais toutes mes affaires étaient entassées dans des sacs poubelles. J'ai cru à une mauvaise blague. Ma mère m'a alors lancé « on ne va pas ramasser les morceaux à ta place ». J'ai cherché un regard d'aide chez mon père, qui était resté là, les bras croisés. J'ai balbutié « mais vous aviez dit… on a juste dit ça pour que tu gardes le bébé. Maintenant, c'est terminé. Tu n'existes plus pour nous. » J'ai fondu en larmes. Anna hurlait dans mes bras, je n'avais nulle part où aller, et au lieu de m'aider, ils ont simplement regagné leur chambre et fermé la porte à clé. J'étais anéantie, c'était le fond du trou. J'ai fini par commander un Uber pour aller chez ma tante Becky. Elle m'a accueillie, m'a montré la chambre et je me suis effondrée sous la couette, à moitié en plein baby blues, persuadée que ma vie était fichue. Le lendemain, à 4h30 du matin, Becky m'a secouée pour me réveiller. « Ici, si tu veux rester, tu respectes les règles. » Elle m'a lancée en me tendant un balai. « Tu participes à toutes les tâches, 2 heures de ménage par jour minimum, 5 dîners à préparer chaque semaine, douche limitée à 5 minutes, et surtout, si ton bébé me réveille plus d'une fois dans la semaine, tu pars. » Ce n'était pas vraiment un choix. C'était ça ou la rue. J'ai accepté, résignée. Les années qui ont suivi ont été tout aussi dures que tu peux l'imaginer. La nuit, dès qu'Anna pleurait, j'étais paniquée, et parfois, je devais même aller m'asseoir avec elle dehors, même en plein hiver, pour ne pas réveiller Becky. Elle me traitait atrocement, à tel point que parfois, j'avais l'impression de retomber en enfer, comme avec mon ex. Ma seule bouffée d'oxygène, c'était mon boulot dans un petit resto ouvert toute la nuit, où la patronne, Rosa, me laissait venir avec Anna. Elle dormait dans la salle de repos pendant que je servais des cafés aux routiers et, entre 2 commandes, j'en profitais pour réviser mon équivalent du bac. Pour les 4 ans d'Anna, j'avais mis de côté 1200 $ et, grâce à un cousin de Rosa, la promesse d'un petit studio. J'ai fait nos valises pendant que Becky travaillait. Il n'y avait pas grand-chose à emporter. Les dessins d'Anna, l'ours en peluche offert par Rosa, mon diplôme. Ce studio minuscule de 12 mètres carrés, c'était le paradis. Le premier soir, on a mangé un McDo assise par terre. Et Anna m'a demandé « Maman, ici, on a le droit de faire du bruit ?» J'ai hoché la tête. Elle a poussé un cri de joie et elle m'a regardée, tout étonnée que personne ne vienne nous hurler dessus. C'est ce soir-là qu'ils sont réapparus. Je venais de récupérer Anna à l'école. Je l'aidais à porter son projet sur le système solaire jusqu'à la voiture et je les ai vus, mes parents, debout à côté d'une Mercedes, tirée à 4 épingles. Mon père portait un costume qui valait sûrement plusieurs mois de mon salaire. Ma mère s'est approchée. « Bonjour, ma chérie. » Mais elle ne me regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur Anna, déjà humide. « Tu dois être Anna. » Je les ai contournés presque en courant. Anna serrant fort ma main. Et quand je les ai vus repartir, j'ai su qu'ils allaient revenir. On ne coupe pas les ponts pendant 7 ans pour se découvrir du jour au lendemain, une âme charitable. Ils avaient un plan. En moins d'1 semaine, Anna a reçu des jouets hors de prix à l'école. Et sa maîtresse m'a expliqué qu'un couple de grands-parents généreux avait payé la sortie scolaire de toute la classe. Les parents d'élèves se sont mis à me dévisager, à murmurer sur la jeune maman, dont les parents riches voulaient aider. Les papiers officiels sont arrivés 3 mois plus tard. Leur avocat avait monté un dossier contre moi, listant mes horaires de nuit, la taille de mon studio, mon diplôme qui ne venait pas d'une grande école. Je croyais rêver en lisant leur demande de garde. Ils voulaient Anna. Après 7 ans de silence, ils voulaient ma fille. L'évaluatrice est venue pile pendant ma semaine d'examen, évidemment. Anna avait une angine et de la fièvre, allongée sur le canapé, pendant que j'essayais de réviser mon partiel d'infirmière entre 2 prises de température. L'appartement était sans dessus-dessous. Mouchoirs partout, médicaments sur le comptoir, mes bouquins éparpillés. Madame Chen, l'évaluatrice, a frappé 3 fois avant que je puisse répondre. J'ai ouvert la porte avec le médicament d'Anna dans une main, le thermomètre dans l'autre. D'un coup d'œil, elle a noté le bazar et a commencé à prendre des notes. « Je viens des services de l'enfance », elle m'a dit en me montrant sa carte. « Je dois faire une visite de contrôle. » Anna s'est mise à pleurer sur le canapé en m'appelant.
Je me suis précipitée pour la consoler, pendant que Madame Chen inspectait chaque recoin de notre minuscule appartement, prenant des photos de tout. La vaisselle s'entassait dans l'évier, le panier à linge débordait, mes polycopiers recouvrirent la table de la cuisine. « Elle est malade », ai-je expliqué, tentant de garder mon sang-froid. Je comptais l'emmener chez le médecin, mais j'ai un examen dans 2 heures. « Et vous allez laisser un enfant malade seul pour passer un examen ?» m'a interrompu Madame Chen, son stylo filant sur la page. « Non, j'allais demander à Rosa de s'en occuper. C'est la patronne du restaurant où je travaille. Anna la connaît très bien. Encore des notes, encore ses regards qui me jugeaient. C'est à ce moment-là qu'Anna a vomi, partout sur elle et sur le canapé. J'ai attrapé des serviettes et je me suis mise à nettoyer, pendant que Madame Chen continuait de tout consigner. Les 3 heures suivantes ont été un véritable cauchemar. J'ai nettoyé Anna, lui ai donné ses médicaments, appelé mon professeur pour prévenir que je raterais l'examen et répondu inlassablement au flot de questions de Madame Chen. Combien d'heures je travaillais? Qui gardait Anna pendant mes nuits? Comment je faisais pour jongler entre la fac et ma fille? À chaque réponse, j'avais l'impression d'empirer mon cas. L'avocat de mes parents m'a appelé le lendemain. Enfin, pas un, mais 3 avocats. Ils bossèrent dans un cabinet huppé du centre et me parlaient comme si j'étais toujours une gamine de 15 ans un peu idiote. Nos clients s'inquiètent pour le bien-être d'Anna, a lancé l'avocat principal, Monsieur Morrison. Une jeune mère célibataire, qui travaille de nuit, dans un logement inadapté. Ils veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour leur petite fille. Inadapté? J'ai balayé mon appartement du regard. Il était petit, certes, mais propre, sécurisé, à nous. 40 mètres carrés, c'est à peine suffisant pour un enfant qui grandit. Nos clients pourraient en lui offrir sa propre chambre, un jardin, les meilleures écoles. J'ai coupé court. 2 semaines plus tard, la première audience arrivait. Je me suis retrouvée face à mes parents pour la première fois en 7 ans, à les voir jouer la comédie des grands-parents parfaits. Ma mère arborait son collier de perles, essuyant des larmes de crocodile en expliquant à quel point ils souffraient d'être exclus de la vie d'Anna. Ma défenseure, une avocate commise d'office complètement débordée prénommée Janet, m'a rencontrée un quart d'heure avant l'audience, feuilletant ses dossiers en vitesse, tandis que les avocats de mes parents présentaient une montagne de photos. L'école d'Anna, où ils faisaient soi-disant du bénévolat, l'aire de jeu hors de prix qu'ils avaient en financé, le programme de musique qu'ils soutenaient. Votre honneur, nous demandons simplement un droit de visite provisoire le temps d'évaluer la situation de l'enfant. Mes clients ont d'ores et déjà prouvé leur engagement envers l'éducation et le bien-être d'Anna. Le juge, un homme âgé qui consultait sa montre à intervalles réguliers, a accordé un droit de visite surveillé. 2 heures tous les samedis, dans un centre agréé. La première visite a été un enfer. J'ai habillé Anna avec la plus jolie robe offerte par Rosa pour la photo de classe. Mes parents sont arrivés les bras chargés de jouets, de vêtements griffés, de bonbons à n'en plus finir. « Regarde ce que mamie t'a apporté », a chanté ma mère en sortant une poupée American Girl qui coûtait plus cher que toutes mes courses du mois. « Elle ne te ressemble pas un peu ?» Anna, ravie, s'est illuminée sous cette attention nouvelle. Elle n'avait jamais connu de grands-parents. Elle ne comprenait pas pourquoi ma main tremblait à force de les regarder jouer. Après 3 visites, la manipulation a commencé. De petites phrases qu'Anna répétait. Mamie dit que chez elle, il y a une piscine. Papy a dit que je pourrais avoir mon propre poney si j'habitais avec eux. Mamie demande si j'ai peur quand tu pars travailler la nuit. Je notais tout, mais Janet ne prenait guère la peine de regarder mes remarques. Elle croulait sous les dossiers, et le mien n'était qu'un dossier de garde parmi tant d'autres. Puis mes parents se sont mis à venir à l'école d'Anna. J'ai été prévenue par une autre maman, qui croyait bien faire. Ta mère est adorable. Elle a apporté des cupcakes pour toute la classe aujourd'hui. Et ton père a lu une histoire à l'heure du conte. Anna doit être tellement heureuse de les avoir dans sa vie maintenant. La directrice m'a convoquée la semaine suivante. Et nous sommes préoccupés, a-t-elle dit en faisant glisser un épais dossier devant elle. Anna s'endort pendant les cours. Sa maîtresse trouve qu'elle a l'air fatiguée presque tous les matins. Elle a toujours été du genre à veiller tard, ai-je expliqué. Elle a du mal à s'endormir tôt, mais elle dort suffisamment. Votre mère nous a parlé de votre travail de nuit. Anna est-elle jamais seule à la maison? Non, jamais. Rosa s'occupe d'elle, ou parfois ma voisine, Madame Kim. Je comprends. Encore des notes, encore cette impression d'être scrutée. Nous allons suivre la situation de près. Mes parents notaient tout. Le moindre événement scolaire que je manquais, chaque minute de retard pour récupérer Anna à cause des cours, chaque vente de gâteaux à laquelle je ne participais pas parce que les courses passaient en priorité. 3 mois plus tard, Janet a démissionné, juste un mail, elle partait dans le privé et on me confierait à quelqu'un d'autre. Le nouveau, fraîchement diplômé, avait l'air paniqué lors de notre premier rendez-vous. Je n'ai jamais vraiment travaillé sur un dossier de garde, a-t-il avoué, mais je ferai tout mon possible. L'équipe de mes parents a réclamé l'extension du droit de visite la semaine suivante. Ils ont présenté mon emploi du temps comme une preuve de négligence, des photos d'Anna endormie dans le restaurant pendant mes services, des témoignages de l'école sur sa fatigue, une psychologue qu'ils avaient mandatée, qui avait vu Anna lors des visites et diagnostiqué des troubles de l'attachement. La tutrice ad litem chargée de représenter Anna avait paru bienveillante au début. Madame Walker nous avait rejointes au parc, poussé Anna sur la balançoire, posé des questions en douceur. Mais après sa visite chez mes parents, son rapport a tout changé. Les grands-parents peuvent offrir de nombreux avantages, écrivait-elle. École privée, activités extrascolaires, un foyer stable avec 2 adultes. Même si la mère aime manifestement sa fille, l'amour ne suffit pas à garantir le meilleur cadre. J'ai appris plus tard que Madame Walker et Monsieur Morrison étaient de la même promo à la fac de droit, sans doute amis.
À partir de là, tout s'est accéléré. Mes parents multipliaient les requêtes, audience d'urgence pour chaque genou écorché, chaque rendez-vous médical raté, chaque fois qu'Anna se plaignait de fatigue. Tout devenait prétexte à m'accuser de négligence. Le point de rupture est arrivé en pleine période de partiel. J'avais demandé à Madame Kim d'aller chercher Anna à l'école pendant que je passais mon examen de pharmacologie, mais en sortant du cours, j'ai découvert 20 appels en absence. Anna avait disparu. Mes parents s'étaient rendus à l'école avec une ordonnance du tribunal, affirmant que c'était leur jour de visite, et la secrétaire, complètement dépassée, les avait laissés repartir avec elle. Sauf que ce n'était pas du tout leur jour. Ils avaient déposé une requête d'urgence le matin même, prétendant que j'avais violé l'accord de visite, et obtenu la garde temporaire pour le week-end. J'ai foncé chez eux, paniqué, tambourinant à la porte en exigeant qu'on me rende Anna. Ils ont appelé la police. Les agents ont vérifié les papiers, m'ont vu pleurer sur le pas de la porte, mais ont conclu qu'ils ne pouvaient rien faire. « C'est ma fille !» ai-je hurlé. « Ils n'ont pas le droit de me l'enlever. Madame, il faut contacter votre avocat !» a simplement lâché un policier. « C'est une affaire civile. J'ai passé le week-end cloué par l'angoisse, malade d'inquiétude. Mon jeune avocat a bien déposé des requêtes, mais impossible d'obtenir une audience avant le lundi. Quand j'ai enfin récupéré Anna, elle avait une robe de créateur et ne cessait de me demander quand elle verrait enfin le poney promis par son grand-père. L'audience suivante s'est avérée cauchemardesque. Les avocats de mes parents se sont acharnés sur des soi-disant preuves de mon instabilité, sur ma panique qui m'avait fait rater mon examen, sur mon incapacité à suivre les ordonnances du tribunal. Ils réclamaient à la garde principale, avec seulement un droit de visite surveillé pour moi. C'est alors qu'Aunt Becky a témoigné. Je ne l'avais pas revue depuis que j'étais partie de chez elle. Elle est arrivée, a prêté serment, et n'a eu de cesse de me démolir. Elle ne savait pas s'occuper du bébé, a-t-elle lancé. Elle passait son temps à pleurer, c'est moi qui ai dû remettre de l'ordre. Il y a même eu des soirs où elle restait dehors dans le froid avec le bébé qui hurlait, au lieu de l'apaiser. « Et vous avez été témoin de négligence ?» a relancé M. Morrison. Elle était juste trop jeune. Elle l'est toujours d'ailleurs. Elle pense plus à elle qu'à cette pauvre petite. J'avais envie de crier qu'elle m'avait poussée dehors, qu'elle m'avait menacé de nous mettre à la porte si Anna pleurait, mais le remplaçant de Janet restait là sans savoir quoi faire, pendant que Becky me décrivait comme une gamine irresponsable. Rosa, belle et farouche Rosa, qui avait été plus une mère pour moi que quiconque, est venue à la barre le lendemain. Elle portait sa plus belle robe et s'exprimait en anglais impeccable malgré son accent. « Cette fille est la meilleure maman que j'ai jamais vue », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Elle travaille dur, elle étudie, elle fait tout pour Anna. Ce bébé n'a jamais manqué de rien. Mais M. Morrison n'a eu aucun scrupule à la démolir. Il a remis en cause son statut d'immigré, son niveau d'études, allant jusqu'à insinuer que Rosa mettait Anna en danger en la laissant dormir au restaurant. « Vous n'êtes pas professionnelle de la petite enfance, si ? Non, mais vous n'avez pas de diplôme d'enseignante ? Aucune formation en développement de l'enfant ? J'ai élevé 4 enfants. Donc non ? Et vous avez employé une mineure dans votre restaurant ? Elle avait 18 ans quand... Mais elle venait déjà avec son bébé avant ça ? » Rosa s'est effondrée, en larmes de colère. « Vous ne comprenez pas, c'est une mère formidable, la meilleure qu'on puisse avoir. » Le juge, impassible, restait de marbre. 2 semaines avant l'audience finale, l'enseignante d'Anna m'a convoquée, cette fois avec la conseillère scolaire. Anna dit des choses inquiétantes, a expliqué la conseillère d'un ton prudent, sur des récompenses qu'elle aurait si elle vivait chez ses grands-parents, des voyages à Disneyland, un poney, sa propre carte bancaire plus tard. J'ai senti mon cœur bondir. Enfin, quelqu'un remarquait quelque chose. « Nous allons devoir faire un signalement », a ajouté la directrice. « C'est de la manipulation, peut-être même de la corruption. » J'ai attendu que ce rapport figure au dossier du tribunal. Il n'est jamais venu. Quand j'ai interrogé la directrice, elle avait l'air gênée. On l'a transmis à la protection de l'enfance. Ils ont dit qu'ils prenaient le relais. L'audience finale a été fixée un mardi. Mes parents avaient déposé la semaine d'avant un plan de réunification. Anna vivrait chez eux la semaine, pour la stabilité scolaire, et je pourrais la voir le week-end, à condition de garder un emploi et un logement stable. C'est le mieux qu'on puisse espérer, m'a confié mon avocate, pétrifiée. Ils ont tellement de preuves. Des preuves qu'ils ont inventées, me suis-je emportée. Tout est orchestré. Mais qui allait me croire ? Une jeune mère jugée instable contre des grands-parents riches, capables de tout offrir. Le matin de l'audience, j'ai déposé Anna à l'école comme d'habitude. Je l'ai embrassée, lui ai dit que je l'aimais, et j'ai remercié de ne pas craquer quand elle m'a encore demandé si elle verrait bientôt le poney de sa grand-mère. Assise dans les toilettes du tribunal, prise de nausée à force de stress, j'ai vu débarquer Rosa, essoufflée. « Anna n'est pas au tribunal ? Non, elle est à l'école. Pourquoi ? Viens, tout de suite. » J'ai suivi Rosa jusqu'à la salle d'audience. Anna était là, debout près de l'huissier, en uniforme scolaire, son sac sur le dos. Elle paraissait si petite et en même temps si courageuse. « Votre honneur » a déclaré Rosa. Anna m'a appelée. Elle avait peur. Elle ne voulait pas aller chez ses grands-parents après l'école, comme ils lui avaient demandé. Alors je suis allée la chercher. Le juge a froncé les sourcils. « Cet enfant n'a rien à faire ici. Ce n'est pas du tout habituel. »« Je veux parler » a lancé Anna, d'une voix claire qui a traversé la salle. 8 ans, et déjà aussi combatif que moi. « S'il vous plaît, il faut que je vous dise quelque chose. » La salle est restée figée. Les avocats de mes parents se sont levés d'un bond en protestant, mais le juge a levé la main. « Jeune fille, ce n'est pas approprié. »« Ils ont menti, » a répliqué Anna, plus vite que quiconque n'a pu l'arrêter.
Mamie et papy ont promis qu'en vivant chez eux, j'aurai un poney, des voyages à Disney et ma propre chambre avec une télé, mais à condition de ne le dire à personne. Ils ont dit que maman est trop pauvre pour bien s'occuper de moi, mais ce n'est pas vrai. Anna, a tenté ma mère en tendant la main vers elle. Anna a reculé. Tu m'as dit que tu m'achèterais des choses si je disais à l'école que j'étais fatiguée. Tu m'as dit de dire à la maîtresse que je m'endormais parce que maman travaille la nuit, mais c'est faux. J'aime juste lire sous ma couverture avec ma lampe de poche. Le visage du juge a changé. Tes grands-parents t'ont demandé de mentir? Anna hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Ils disaient que ça m'aiderait à aller vivre dans une grande maison. Mais moi, je n'en veux pas, de leur grande maison. Je veux juste ma maman. On mange par terre, elle me lit des histoires, elle m'aide pour les devoirs, et elle travaille dur pour s'occuper de moi. Ils ne savent même pas quelle est ma couleur préférée, ni que je n'aime pas les poneys parce qu'ils sentent mauvais. Votre honneur, coupa M. Morrison, l'enfant a manifestement été préparé. Par qui? Répliqua Rosa du tac au tac. Je viens tout juste de la retrouver il y a 20 minutes. Le juge ordonna alors une suspension d'audience. À notre retour, il était accompagné d'une représentante de la protection de l'enfance qui avait parlé en privé à Anna. Son expression était grave quand il s'adressa à la salle. « J'ai étudié ce dossier de près », commença-t-il, « et ce que je constate, c'est qu'une jeune mère s'est battue sans relâche pour subvenir aux besoins de son enfant, malgré des difficultés immenses, tandis que les grands-parents ont tenté de manipuler le système à coups de fortune et de relations. » Ma mère laissa échapper un cri d'indignation. « Votre honneur, nous voulons seulement… » Je n'ai pas terminé. Le tribunal a relevé plusieurs irrégularités préoccupantes. Le rapport de tentative de corruption à l'école a disparu. Il existe un lien douteux entre le tuteur ad litem et votre équipe juridique. Et surtout, nous avons la preuve que vous avez cherché à retrouver le père biologique pour renforcer votre dossier. J'ai senti mon sang se glacer. Ils avaient essayé de le retrouver, ce garçon qui m'avait agressé avant de disparaître? La priorité du tribunal, c'est le bien-être d'Anna, poursuivit le juge. Elle a une mère aimante, qui subvient à ses besoins et qui n'a jamais failli à sa tâche, malgré l'abandon de ceux qui auraient dû la soutenir. La garde est donc maintenue à la mère. Les grands-parents obtiennent un droit de visite surveillé une fois par mois dans un lieu neutre, avec réexamen dans 6 mois. Le marteau s'abattit. C'était fini. Mes parents ont tenté de s'approcher après l'audience, mais leurs avocats les en ont empêchés. Moins d'un mois plus tard, ils ont cessé de demander à voir Anna. 2 mois après, Rosa a appris qu'ils étaient repartis s'installer dans leur maison de vacances en Floride. Anna n'a jamais posé de questions à leur sujet. Elle était bien trop occupée à avoir 8 ans, à perdre ses dents, à s'affirmer et à m'aider à réviser mes partiels d'école d'infirmière pendant qu'on grignotait des plats chinois assises par terre dans notre petit appartement. Rien que nous deux, libres de faire tout le bruit qu'on voulait. « Maman ?» m'a-t-elle demandé un soir en levant les yeux de ses devoirs. « Tu es triste qu'il soit parti ?» J'ai pensé à ses parents qui m'avaient rejetée, à ses grands-parents qui avaient voulu me prendre ma fille, à tout cet argent et ce pouvoir qui, au fond, ne valaient rien face à ce moment-là. « Non, ma chérie », ai-je répondu en la serrant dans mes bras. « Tout ce qui compte est ici. » Elle m'a souri et s'est replongée dans ses exercices de maths. Je me suis remise à mes fiches de pharmacologie. Dehors, derrière notre petite fenêtre, le monde tournait toujours, mais dans notre minuscule coin de paradis, tout était parfait, comme ça l'avait toujours été. Cette paix n'a duré que 3 semaines. Je faisais la vaisselle après le dîner quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais j'ai décroché. Est-ce la mère d'Anna Martinez? La voix était froide, professionnelle. Oui, qui est à l'appareil? Ici le docteur McBenjamin, des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement inquiétant concernant le cadre de vie de votre fille. Il faut organiser une visite à domicile en urgence. Mes mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce qu'on vous a signalé? Qui a signalé? Je ne suis pas autorisée à en discuter. Êtes-vous disponible demain à 14 h? J'étais censée être à l'hôpital pour mon stage clinique. Manquer ce rendez-vous, c'était risquer de rater le semestre. J'ai cours. C'est obligatoire, Madame Martinez. Tout manquement sera mentionné dans notre rapport. Après avoir raccroché, j'ai appelé Rosa aussitôt. Elle a rappliqué avec une part de tarte du resto et m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Ils ne lâcheront jamais l'affaire, sanglotai-je. Ils ne s'arrêteront jamais. On va se battre, répondit Rosa, déterminée. Le lendemain, j'ai séché la clinique et passé la matinée à briquer de fond en comble notre appartement déjà nickel. Le docteur McBenjamin est arrivé pile à 14 h, un dossier épais sous le bras et l'air de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Elle a tout inspecté, ouvert le frigo en grimaçant devant les restes, mesuré l'espace où dormait Anna avec un vrai mètre ruban, pris des photos de la seule salle de bain que nous partagions, posé des questions sur mes horaires de travail, mon emploi du temps, qui gardait Anna, où elle faisait ses devoirs. « Votre fille dort avec vous ?» a-t-elle demandé, stylo prêt à noter. « On a un lit gigogne. Elle a son matelas, mais pas sa propre chambre. Beaucoup d'enfants partagent une chambre. Avec leurs parents? À 8 ans? Encore des notes. Et vous travaillez de nuit? Plus que 3 fois par semaine? Je suis en école d'infirmière. Vous confiez votre fille à des personnes qui ne sont pas de la famille. Rosa? C'est la famille, ai-je insisté. Elle fait partie de la vie d'Anna depuis toujours. Le visage du docteur McBenjamin resta impassible. Nous reviendrons vers vous. 2 jours plus tard, nouvel appel, cette fois de l'école d'Anna. Madame Martinez, ici la directrice Mac Alexandra. Je vous appelle à propos de la présence d'Anna en classe. Sa présence? Elle n'a pas manqué un seul jour cette année. Oui, mais on nous demande des justificatifs pour les retards. Il semblerait qu'Anna ait eu 7 retards ce semestre.
7 fois. Les bouchons, une crevaison, le matin où j'avais une intoxication alimentaire et peinais à conduire. Chaque petit retard devenait soudain la preuve de mon incompétence. Ils n'ont jamais dépassé 10 minutes. Néanmoins, nous sommes tenus de signaler les situations préoccupantes. Par ailleurs, la fiche d'urgence d'Anna ne mentionne qu'une seule personne en dehors de vous. Rosa Garcia, elle est autorisée à venir la chercher, mais aucun autre membre de la famille, pas de grands-parents, j'ai raccroché. La semaine suivante, les lettres ont commencé à arriver. Des enveloppes officielles qui me donnaient de la nausée rien qu'à les voir. D'abord, un courrier m'informant que mes parents avaient porté plainte à l'ordre des infirmiers, mettant en cause ma capacité à exercer à cause de mon mode de vie jugé instable. Ensuite, une lettre de leurs avocats, exigeant une médiation pour revoir la garde au motif de nouvelles préoccupations. J'étais plongée dans mes révisions pour les partiels quand Rosa m'a appelée, complètement bouleversée. Les services de l'immigration sont venus au restaurant, sanglotait-elle. Ils prétendent que quelqu'un m'a dénoncé, qu'il y aurait des irrégularités dans mon permis de travail. Je dois passer en audience. J'ai senti la panique me saisir. Tu l'as renouvelé quand? La dernière fois? Il y a 2 ans. Tout était en ordre. Mais maintenant, ils affirment qu'il y a un souci avec mes papiers de 2018. 2018, l'année où elle m'avait embauchée. L'année où elle nous avait tiré d'affaire. Rosa, je suis désolée. Ce n'est pas ta faute, Midja. Mais je ne pourrai peut-être plus garder Anna pendant un moment. Je dois faire attention. Sans Rosa, mon équilibre déjà précaire s'est effondré d'un coup. Madame Kim, elle, ne pouvait me dépanner que 2 fois par semaine. Résultat, j'ai dû sécher des cours pour récupérer Anna. J'ai raté un contrôle faute de solution de garde pendant les séances de révision. Ma tutrice de stage a vite remarqué mes absences et mon manque d'implication dès que j'étais obligée de partir en urgence parce que l'école d'Anna appelait, souvent pour un simple mal de ventre. Puis, le rendez-vous que je redoutais est tombé. Le docteur Min, ma conseillère du programme infirmier, m'a convoqué. Vos résultats chutent, a-t-elle constaté d'un ton compatissant. Et vous avez manqué plusieurs heures obligatoires. J'ai des galères de garde, mais c'est temporaire. J'entends bien, mais le programme est exigeant. Si vous n'arrivez pas à suivre, elle a glissé lentement un formulaire vers moi. Ceci, c'est une demande de congé. Faire une pause d'1 semestre pourrait vous permettre de vous remettre sur pied. Je n'ai pas les moyens d'arrêter, je touche au but. Il vaut mieux faire une pause que tout perdre. Je suis sortie de son bureau, les larmes aux yeux. Sur le parking, une surprise m'attendait. Pas une amende, bien pire. Une carte de visite de détective privé, avec un mot griffonné. Vos parents m'ont engagé pour surveiller vos activités au quotidien. Je pensais que vous deviez être au courant. Ben, au moins, il lui restait un peu de scrupule. D'un coup, tout s'expliquait. La façon dont mes parents étaient au courant du moindre retard, de chaque matinée à la bourre, de chaque soirée où Anna s'endormait sur ses devoirs au resto. Ils nous surveillaient depuis des mois, le temps de monter leur dossier. Anna, de son côté, s'est mise à faire des cauchemars. Elle se réveillait en larmes, terrorisée à l'idée qu'on vienne l'emmener. Je la serrais très fort contre moi. Je lui promettais que jamais personne ne nous séparerait, mais j'avais du mal à croire moi-même à ces belles paroles. Le jour de la médiation est finalement arrivé, un jeudi. J'ai enfilé ma seule tenue un peu habillée, celle de mes stages. Mes parents sont arrivés avec leur bataillon habituel d'avocats, sur 2, l'air reposé. Ma mère impeccable dans un tailleur de créateur qui devait valoir 6 mois de mon salaire. Nous nous inquiétons pour le bien-être de notre petite fille, a lancé M. Morrison. Une enfant qui vit dans la précarité, avec une mère qui peine à garder un emploi et à poursuivre ses études, sans solution de garde stable. Je ne suis pas en difficulté, ai-je immédiatement répliqué. Je suis en école d'infirmière. J'avais une moyenne de 3,4. M'a corrigé doucement ma mère. Nous savons que tu es maintenant en probation académique. Comment pouvait-il le savoir? Je venais à peine de recevoir le courrier la veille. Un simple contretemps, comme l'avis d'expulsion? C'est la première fois depuis des années que mon père prenait la parole, faisant glisser une feuille devant moi. Je l'ai regardé sans comprendre. C'est une erreur. Je paye toujours mon loyer. Le propriétaire vend l'immeuble. Tous les locataires ont 60 jours pour partir. Tu comptes aller où, ma chérie? Encore un appartement insalubre? Un foyer? On trouvera une solution. Ou bien, ma mère s'est penchée vers moi. Anna pourrait avoir une vraie stabilité. Sa propre chambre, les meilleures écoles, des cours de musique, de dessin, tout ce qu'une enfant brillante mérite. Ce qu'elle mérite, c'est sa mère, ai-je répondu, la voix ferme. Une mère qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins les plus essentiels? Morrison a ressorti encore des dossiers. Rapport de la protection de l'enfance, signalement de l'école, situation de logement précaire, problème de garde. Parce que vous avez tout fait pour que ça se passe mal. Les mots m'ont échappé. Les soucis d'immigration de Rosa? L'intervention de l'aide sociale? Vous détruisez ma vie pour récupérer ma fille? Quelles accusations paranoïaques, a soupiré ma mère. Franchement, ce rôle de victime ne t'aidera pas. Nous essayons de t'aider. Comme à 15 ans, quand j'étais enceinte, quand vous m'avez virée de la maison, tu étais une gamine qui prenait des décisions d'adulte, a répliqué mon père d'un ton glacial. On a fait ce qu'on croyait juste. Vous m'avez abandonnée. Et regarde où tes choix t'ont mené. Toujours à galérer, jamais capable de t'occuper correctement d'Anna. Même la médiatrice, censée rester neutre, opinait à chacune de leurs remarques. Encore une personne de plus dans leur camp. Je suis sortie de la réunion en morceaux. Il me restait 60 jours pour trouver un toit, dans une ville où le moindre studio coûte le double de mon loyer actuel. Plus de Rosa pour garder Anna. L'école qui ne tenait qu'à un fil. Tout partait en vrille, exactement comme il l'avait prévu. Ce soir-là, Anna s'est glissée dans mon lit, boudant son lit gigogne. « Maman, tu crois qu'on va s'en sortir ?» J'ai passé la main dans ses cheveux, imprégnée de l'odeur sucrée de son shampoing à la fraise.
Toujours, mon cœur. On s'en sortira, quoi qu'il arrive. Même si on doit déménager, même là. Même si mamie et papy, je lui ai tourné doucement le visage. Personne ne t'emmènera nulle part. Tu restes avec moi pour toujours. Tu entends ? Elle a acquiescé, mais j'ai bien vu l'inquiétude dans ses yeux. À peine 8 ans, et elle découvrait déjà que l'amour ne réglait pas tout. Les semaines suivantes se sont enchaînées dans une sorte de brouillard. Recherche d'appart, tentatives vaines pour trouver une nounou et procédures judiciaires de plus en plus féroces. Mes parents ont réclamé une audience d'urgence pour la garde, envoyé à qui voulait bien l'entendre des photos d'Anna fatiguée à l'école et des témoignages d'enseignants sur mes horaires impossibles. J'ai fini par dénicher un appartement à peu près dans nos moyens. Le propriétaire, en voyant mon âge et mon statut de mère célibataire, s'est soudain souvenu d'autres dossiers à examiner. Le suivant voulait le premier mois, le dernier, plus une caution équivalente à 3 mois de loyer. Le 3e logement était situé juste au-dessus d'un bar. Je voyais déjà le rapport de la protection de l'enfance à propos d'Anna, exposée à un environnement défavorisé. Ma superviseure de stage m'a prise à part après m'être assoupie en cours. « Tu as besoin d'aide », m'a-t-elle dit d'une voix douce. « Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut juste que je tienne jusqu'à la fin du semestre. Tu vas finir par blesser quelqu'un ou te blesser toi-même. Prends un congé. » Mais c'était impossible. Faire une pause, c'était dire adieu à ma bourse, donner raison à mes parents, leur montrer que je n'arrivais pas à tout gérer et leur fournir des munitions pour leur dossier. Rosa m'a tendu la main malgré ses propres galères. Grâce à elle, j'ai pu contacter son cousin, qui louait un sous-sol. Paiement en espèces, pas de contrat, mais c'était propre et sûr. De quoi tenir en attendant mieux. La veille du déménagement, la maîtresse d'Anna a appelé. « Il y a eu un incident », a-t-elle lancé prudemment. Anna a dit à un autre enfant que ses grands-parents essayèrent de la voler. Le parent s'inquiète pour l'état émotionnel d'Anna. Elle dit la vérité. Je comprends que la situation familiale est compliquée, mais peut-être qu'Anna devrait voir notre psychologue scolaire. Encore un rapport, encore un spécialiste de plus pour attester de notre instabilité. Le jour du déménagement est arrivé en un éclair. J'ai loué une camionnette et, malgré les avertissements de Rosa, ses neveux sont venus prêter main forte. Anna a minutieusement emballé ses affaires, protégeant ses dessins et ses cahiers comme des trésors. « Ma nouvelle chambre sera plus grande ?» a-t-elle demandé, pleine d'espoir. « Elle sera différente », ai-je répondu prudemment. « Mais ce sera toujours chez nous. » L'appartement en sous-sol tenait la route. Une vraie chambre, pas un studio, mais des fenêtres minuscules, perchées en haut, et un plafond bien bas. Anna a tenté de garder le moral, alignant ses peluches sur le lit étroit. « On dirait une grotte », a-t-elle lancé en forçant un sourire. « Une cachette secrète. » « Exactement », ai-je soufflé, les larmes au bord des yeux. Cette nuit-là, allongée sur un matelas à même le sol, pendant qu'Anna dormait dans la chambre, je fixais les tuyaux au plafond en me demandant combien de temps je pourrais encore tenir. À chaque coup, on se retrouvait un peu plus acculé. Chaque victoire ne durait jamais, balayée par leur prochaine attaque. Mon téléphone a vibré, un mail de l'école d'infirmière. Ma situation scolaire passait en révision. J'avais 2 semaines pour proposer un plan de rattrapage pour mes heures de stage manquées. Sinon, c'était l'exclusion. 2 semaines, comme le délai avant la prochaine audience pour la garde. J'ai pensé à tout laisser tomber. L'idée s'est insinuée dans la nuit, me soufflant qu'Anna aurait une vie plus facile avec de l'argent, de la stabilité, 2 parents, même sévères. Elle aurait sa chambre, un jardin, un cheval si elle en rêvait, même si elle les déteste. Mais je me suis rappelé son visage. Ce jour où elle s'était levée devant le tribunal, à peine 8 ans et déjà plus courageuse que moi, luttant pour nous quand moi, je n'en avais plus la force. Je ne pouvais pas abandonner, pas maintenant. Le lendemain a apporté son lot de complications. Le nouvel appartement, même rassurant, n'était pas desservi par le car scolaire. Je devrais conduire Anna chaque jour, rallongeant notre matinée d'1 heure. Le chauffe-eau jouait les capricieux. La buanderie promise n'était qu'une laverie automatique à 3 rues de là. Mais Anna, comme toujours, s'est adaptée. Les douches froides sont devenues un jeu. Elle prétendait qu'on traversait des rivières glacées. Elle faisait ses devoirs sous la pâle lumière d'une vieille lampe récupérée, sans jamais se plaindre de la pénombre. « On dirait qu'on est des personnages de romans », m'a-t-elle lancé un soir. « Ceux qui vivent des aventures et surmontent tout. » « Et quel genre de roman ? Ceux qui se terminent bien », a-t-elle assuré. Sa confiance me brisait le cœur autant qu'elle me donnait la force de continuer. L'audience approchait, menaçante comme un orage. J'ai rencontré mon nouvel avocat, un défenseur public débordé qui s'est trompé 2 fois sur le prénom d'Anna lors de notre premier rendez-vous. « Je préfère être franc avec vous », a-t-il dit en fouillant ses dossiers. « Ils ont des moyens qu'on n'a pas. Le mieux serait peut-être de tenter une négociation. Non, une garde partagée, ce n'est pas le pire. Ils m'ont mise à la porte à 15 ans. Ils ne veulent pas d'Anna, ils veulent juste gagner. » Il a soupiré. Dans ce cas, il nous faut du solide, une preuve de manipulation, quelque chose qui mette en doute leur capacité à garder Anna. Comment prouver qu'ils sont derrière les soucis de papier de Rose, ou les signalements à l'aide sociale, ou même la vente précipitée de mon ancien logement ? Vous ne pouvez pas, a-t-il tranché, passant des ressources qu'on n'a pas. J'ai quitté son bureau pour enchaîner avec mon stage à l'hôpital. 4 heures à faire semblant, à prendre les constantes et changer des draps, sous le regard de ma superviseure, qui ne me laissait rien passer. Pendant la pause, je me suis réfugiée dans la chapelle de l'hôpital, non pas pour prier, mais pour souffler un peu. Une vieille dame est venue s'asseoir près de moi, son chapelet entre les mains. « Vous avez l'air soucieuse, ma petite », a-t-elle murmuré. « Je suis sur le point de tout perdre », ai-je avoué, presque sans m'en rendre compte. « Tout ?» J'ai hésité.
Ma fille, elle est tout pour moi. La dame m'a tapoté la main. Alors il vous reste l'essentiel. Ce soir-là, j'ai trouvé Anna penchée sur un cahier, la langue coincée dans sa concentration. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'écris une lettre, a-t-elle répondu, au juge, au cas où il aurait oublié ce que j'ai dit. J'ai lu par-dessus son épaule, la gorge nouée devant ses lettres appliquées. « Cher juge, je m'appelle Anna et j'ai 8 ans. Je voulais vous redire que j'aime ma maman et que je veux rester avec elle. Elle me lit des histoires le soir, m'aide à faire mes devoirs et fait les meilleurs croque-monsieur. Elle travaille dur pour moi. Parfois elle est fatiguée, mais elle ne crie jamais, elle n'est jamais méchante. Mamie et papy ont promis de m'acheter des choses, mais je n'ai pas besoin de choses. J'ai besoin de ma maman. S'il vous plaît, ne me séparez pas d'elle. Je vous embrasse, Anna. C'est magnifique, ma puce. » Ai-je réussi à murmurer. « Tu crois que ça servira à quelque chose ? Tout aide, ai-je affirmé, même si je n'en étais pas certaine. Le lendemain matin, nouveau coup dur. Une lettre du tribunal annonçait la nomination d'un nouveau représentant légal pour Anna. Madame Walker s'était retirée pour conflit d'intérêts, sûrement parce que les avocats de mes parents avaient compris qu'on connaissait son lien avec Morrison. Le nouveau tuteur, Monsieur McAlexandra, avait prévu une visite à domicile dans l'après-midi. Pas d'avertissement, aucune considération pour mon emploi du temps. J'ai dû appeler la clinique pour m'absenter. Un faux pas de plus à mon dossier. Il est arrivé à l'heure, grand, impassible, avec une mallette qui valait sans doute plus que ma vieille voiture. Il a passé notre appartement en sous-sol au crible, affichant un mépris à peine voilé en photographiant les petites fenêtres, les tuyaux qui couraient partout, l'unique salle de bain. « Depuis quand vous habitez ici ?» 2 semaines. On a dû déménager. Le propriétaire a vendu l'immeuble. Et avant, 4 ans dans un studio. Donc votre fille a déjà déménagé 2 fois ? Une seule en réalité. Et seulement parce que le sous-sol paraît bien sombre. Anna a assez de lumière naturelle. On sort au parc tous les jours, quand vous n'êtes pas au travail ou à l'école. À chaque question, j'avais l'impression qu'il essayait de me piéger. Et peu importe ce que je répondais, rien ne sonnait juste. Il a ensuite interrogé Anna à part, me laissant poireauter dans la cuisine, l'oreille tendue. Sa petite voix traversait la porte, douce et honnête, racontant nos histoires du soir, les pancakes du week-end. « Tu as parfois peur ?» je l'ai entendu demander. « Seulement quand je pense à ne plus vivre avec maman », a répondu Anna, la voix claire. Quand il est parti, il n'a rien laissé transparaître. Juste un professionnel de plus, venu pointer nos manquements. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil, j'ai fait des calculs insensés, loyer, facture, nourriture, essence, garde d'enfants quand il y en avait. Les comptes ne tenaient jamais. Plus d'économie, carte de crédit à bloc, pas de famille à appeler, à part Rosa qui galérait elle aussi. Anna a dû sentir mon angoisse car elle s'est faufilée dans mon lit, blottie contre moi comme autrefois. « Raconte-moi une histoire », a-t-elle chuchoté, quand j'étais petite. Alors je lui ai raconté son premier mot, « chat », même si on n'en a jamais eu. Ses tout premiers pas dans le dîner de Rosa, titubant entre les tables sous le regard attendri des routiers. La fois où elle avait de la fièvre et où j'ai tourné pendant des heures autour du pâté de maison, chantant faux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'était difficile d'être ma maman quand tu étais jeune ? Non, j'ai répondu sans mentir. Tu as tout rendu évident. Même maintenant ? Surtout maintenant. Elle s'est endormie la main dans la mienne, persuadée que j'allais tout arranger, malgré l'évidence du contraire. Les jours suivants ont défilé dans un brouillard de choix impossibles. Sécher un cours pour faire plus d'heures, rater le boulot pour une convocation au tribunal, tout semblait mal, chaque option menait dans le mur. Mes parents intensifiaient la pression. Sur les réseaux sociaux, ils s'affichaient à des galas de charité, posaient en bénévoles exemplaires auprès d'enfants malades. Les grands-parents parfaits privés de leur petite fille, les commentaires défilaient, plein de soutien pour eux, plein de jugement pour la mère indigne qui coupait Anna de sa famille. Je n'avais plus de réseaux sociaux, je ne pouvais pas me permettre ce genre de faille. Mais les bienveillants prenaient toujours soin de me tenir au courant. Peut-être que si tu les laissais la voir plus souvent, a suggéré une camarade, ça montrerait que tu es raisonnable. Mais je savais, chaque centimètre lâché deviendrait 1 kilomètre perdu, le moindre compromis serait retourné contre moi pour prouver mon incapacité. L'audience finale pour la garde était fixée au vendredi matin. Jeudi soir, je me suis installée à notre minuscule table, entourée de papiers incompréhensibles, à tenter de préparer des réponses à des questions insolubles. Comment garantir un logement stable ? Je n'en avais aucune idée. Comment m'organiser pour la garde ? Aucune idée non plus. Comment finir mes études tout en bossant assez pour nous faire vivre ? Mystère. Tout ce que je savais, c'est qu'Anna et moi, on était liés, et que ça devait compter. Rosa est passée malgré les recommandations de son avocat, apportant une soupe maison et une énergie de lionne. « Tu te bats », a-t-elle dit en serrant mes mains. « Tu donnes tout ce que tu as. Ce bébé a besoin de sa maman. Et si ce n'est pas suffisant de se battre, alors tu te bats encore plus fort. » Après son départ, j'ai trouvé Anna en train de remplir son sac à dos. « Qu'est-ce que tu fais, mon cœur ? Je me prépare, au cas où il faudrait partir avec eux demain. » J'en ai eu le souffle coupé. « Anna, je prends juste les affaires importantes. L'ours que Rosa m'a offert, mes dessins, la photo de nous à la plage. Elle m'a lancé ce regard trop grave pour ses 8 ans. Comme ça, j'oublie rien. Tu ne pars nulle part, ai-je dit en la serrant contre moi. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça, a-t-elle soufflé contre mon épaule. Mais ce n'est pas grave. Je sais que tu as essayé. Je l'ai gardée dans mes bras pendant qu'elle pleurait, puis l'ai bordée avec des histoires et des chansons de plus. Quand elle s'est enfin endormie, je suis restée assise par terre à la regarder dormir, à graver son visage dans ma mémoire. Demain arriverait bien trop vite, l'audience qui déciderait de tout. Mes parents, riches, bien entourés,
avec leur dossier en béton. Moi, n'ayant à offrir que mon amour, mon entêtement et la parole d'une petite fille de 8 ans. Il fallait que ce soit suffisant. Il le fallait. Le vendredi matin s'est levé sous un ciel gris et une pluie fine. J'ai habillé Anna avec sa tenue d'audience, la même que la dernière fois, un peu juste aux épaules. Elle a avalé ses céréales en silence pendant que je lui faisais des tresses, les mains qui tremblaient. « Tu te rappelles ce qu'on a dit ?» J'ai murmuré. « Tu n'es pas obligée de venir au tribunal. Madame Kim peut te garder. »« Je veux venir », a répondu Anna, décidée, au cas où. Le tribunal se dressait devant nous quand on s'est garé. La Mercedes de mes parents était déjà là, évidemment. À l'intérieur, ma défenseure, débordée, feuilletait frénétiquement ses dossiers, tandis que les 3 avocats de mes parents relisaient tranquillement leurs papiers. « On a un souci », a glissé mon avocate en s'approchant. « Ils ont ramené de nouvelles preuves. Vos heures cliniques manquées, la mise à l'essai à la fac. » Elle a glissé une photo vers moi. Anna, endormie sur la banquette du dîner la semaine dernière, à minuit. Je n'avais pas eu le choix. Madame Kim était malade. Rosa ne pouvait pas se montrer, et je ne pouvais pas rater mon service. Ça ne fait vraiment pas bon effet, a-t-elle marmonné. L'audience a commencé, et les avocats de mes parents ont déroulé leur numéro habituel. Grands-parents modèles, jeune mère instable, enfants au milieu qui méritent mieux. Nos clients ont préparé un plan complet, a annoncé M. Morrison en distribuant des dossiers épais. Anna devait aller à l'Académie Pemberton, avec du soutien scolaire, des cours de musique et un suivi psychologique pour l'aider à dépasser le traumatisme de l'instabilité. Madame Martinez bénéficierait de visites surveillées, qui pourraient évoluer en week-end non surveillés si elle parvenait à garder un emploi et un logement digne de ce nom. Cette fois, le juge était un autre, plus jeune, plus tranchant. Il a passé tous les documents au crible. Je constate plusieurs signalements à la protection de l'enfance, des difficultés scolaires, une instabilité du logement. Madame Martinez, avez-vous aujourd'hui un logement stable? Oui, votre honneur, un appartement en sous-sol, une chambre. Depuis quand? 2 semaines, mais... Et avant cela? On a été expulsé quand l'immeuble a été vendu. Je comprends. Et pour la garde de votre fille, j'ai senti ma gorge se nouer. C'est compliqué. La personne à qui je fais le plus confiance a des soucis avec ses papiers. Des problèmes d'immigration, a précisé Morrison. Madame Martinez confie sa fille à une personne en situation irrégulière. Rosa a des papiers, me suis-je défendu. Ils sont en cours de vérification parce que quelqu'un l'a signalé. Bref, a coupé le juge. Vous n'avez donc pas de solution pérenne pour la garde? J'y travaille. Et vos études? Je vois que vous êtes en probation académique. À chaque question, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un clou de plus dans le cercueil. Mes parents étaient là, inquiets mais pleins de sollicitude, murmurant à l'oreille de leurs avocats. Ma mère s'essuyait les yeux à plusieurs reprises. Votre honneur, Morrison s'est levé à nouveau. Nous avons une dernière pièce à verser au dossier. Des images de vidéosurveillance de l'immeuble de Mademoiselle Martinez, prises mardi dernier. Sur l'ordinateur, on me voyait, flou, en train de porter Anna endormie dans les escaliers à 2 heures du matin. J'ai dû l'emmener avec moi au travail quand Madame Kim a annulé au dernier moment. C'est un schéma de négligence, a poursuivi Morrison. Un enfant a besoin de stabilité, de routine, d'un sommeil régulier. J'ai besoin de ma maman. Tous les regards se sont tournés. Anna s'était levée dans le public, à côté de Rosa, arrivée en retard et épuisée par ses propres soucis administratifs. « Jeune fille, asseyez-vous, s'il vous plaît », dit le juge avec douceur. « Non. » Sa voix tremblait mais restait décidée. « Vous ne m'écoutez pas. Il répète ce dont j'aurais besoin mais personne ne me demande mon avis. »« Anna, ma chérie », commença ma mère en se levant à moitié. « Je ne suis pas ta chérie », répliqua Anna. « Ah, tu as abandonné maman quand elle était encore une enfant. Et maintenant, tu me veux parce que je ne suis plus un bébé ?» Le juge fit un geste pour retenir l'huissier. « Laissez-la s'exprimer. » Anna a pris une grande inspiration. « Ils me disent que si je vis avec eux, j'aurai tout ce que je veux. Mais ils ne savent même pas ce que je veux. Ils ignorent que je déteste les poneys parce que celui de Sarah Chen m'a mordu. Ils ne savent pas que les grandes piscines me font peur. Parce qu'à la colo, j'ai failli me noyer. Ils ne savent pas à quel point j'aime ma petite chambre. Parce que les grands espaces me font peur la nuit. » Elle se tourna vers mes parents. « Vous ne me connaissez pas. Vous voulez juste gagner. Comme quand vous avez gagné en forçant maman à partir à 15 ans, alors qu'elle était terrifiée et venait d'avoir un bébé. Vous faites semblant d'être gentil, mais au fond, vous ne l'êtes pas. »« Oh, ça suffit », intervint Morrison. « Il est flagrant que l'enfant a été manipulé. Je n'ai pas terminé. » Anna serrait les poings. « Vous dites que maman ne peut pas s'occuper de moi parce qu'on n'a pas d'argent, mais elle est là pour moi tous les jours. Elle m'accompagne à l'école, même si elle n'a dormi que 3 heures. Elle m'aide pour mes devoirs, même quand elle a les siens. Elle me prépare de la soupe quand je suis malade et veille sur moi toute la nuit. Ça, c'est prendre soin de quelqu'un. » Rosa s'est levée à son tour. « Votre honneur, puis-je dire un mot ?» Le juge a hoché la tête. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, » dit Rosa, son accent épaissi par l'émotion. « Mes histoires de papier et d'avocat, c'est mon problème. Mais je vois cette famille tous les jours depuis 8 ans. Cette maman, elle n'abandonne jamais. Les riches, elle désigna mes parents, eux, ils abandonnent facilement. Ils ont jeté leur fille enceinte comme une vieille chaussette. Maintenant, ils veulent acheter la petite fille comme on achète un jouet. C'est inadmissible, protesta Morrison. Ce qui est inadmissible, répondit calmement le juge, c'est ce que je lis dans ces dossiers. Elle souleva une pile de papier. Plainte à l'ordre des infirmiers, signalement à la protection de l'enfance,
contrôle d'immigration, tout est arrivé à quelques semaines d'intervalle, tout est anonyme. Elle planta son regard dans celui de mes parents. Je trouve étrange que la vie de mademoiselle Martinez se soit effondrée pile au moment où vous avez réclamé la garde. Corrélation n'est pas causalité, répondit Morrison d'un ton mesuré. Non, mais les coïncidences sont parfois parlantes. Le juge sortit un autre dossier. J'ai demandé à mon greffier quelques vérifications. Savez-vous que votre cabinet a fait d'importants dons aux campagnes de 3 membres du Conseil de la protection de l'enfance? Morrison resta de marbre. C'est public, votre honneur, parfaitement légal. Légal, sans doute. Mais est-ce moral? Le juge se tourna vers moi. Mademoiselle Martinez, je suis préoccupée par votre situation, mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce qui ressemble à une manœuvre pour détourner le système judiciaire. Elle croisa le regard d'Anna, toujours debout, le menton levé malgré ses larmes. Tu es très courageuse, jeune fille, et tu as une chance immense d'avoir une mère qui t'aime à ce point. Tu peux aller t'asseoir. Anna obéit, sans quitter le juge des yeux. J'ordonne une enquête approfondie sur la chronologie de tous ces signalements et plaintes, annonça le juge. En attendant, la garde reste à mademoiselle Martinez. Mais alors que je commençais à sourire, elle leva la main. Sans il y aura des conditions. Mon cœur se serra à nouveau. Entretien mensuel avec un travailleur social, preuve d'une solution de garde stable sous 30 jours, maintien du logement et inscription à des cours de parentalité. Votre honneur, intervint Morrison, nos clients sont simplement soucieux. Eh bien, ils pourront s'inquiéter de loin. Je leur accorde un droit de visite surveillé une fois par mois, s'ils le souhaitent. Et maître Morrison, si je découvre la moindre tentative de pression ou d'influence sur les services publics, je saisis directement le barreau. Est-ce bien compris? Morrison se rassit sans un mot. L'audience est levée. Le marteau est tombé, sans appel. Je suis restée figée une seconde, à peine capable de croire que c'était enfin terminé. À ce moment-là, Anna s'est précipitée dans mes bras, éclatant en sanglots de soulagement. Rosa nous a enlacés toutes les deux avec une énergie farouche, murmurant des prières en espagnol. Mes parents se sont levés pour partir, mais ma mère a marqué un temps d'arrêt. Pendant un court instant, nos regards se sont croisés à travers la salle, et j'y ai lu quelque chose. Un soupçon de regret? De la honte peut-être? Mais mon père lui a touché le bras, et ils sont sortis, accompagnés de leurs avocats. Dehors, sur le parvis du tribunal, Rosa m'a serré la main. « Tu as réussi, Mija. »« Non, on a réussi, » ai-je corrigé, avant de m'agenouiller à la hauteur d'Anna. « Tu as été très courageuse, tu sais, mais tu pourrais les voir pendant les visites, d'accord ?» Anna a haussé les épaules. Peut-être qu'ils apprendront à être meilleurs, ou peut-être qu'ils ne viendront pas. Elle a hésité une seconde. J'espère qu'ils ne viendront pas. Ce soir-là, on a célébré avec une pizza de la bonne pizzeria, celle qui coûte trop cher mais où ils font les petits pains à l'ail qu'Anna adore. Notre petit appartement en sous-sol ressemblait moins à une cave et plus à une forteresse que nous avions défendue ensemble. « Maman !» a dit Anna alors que je l'abordais. « Tu es fâchée que j'ai crié sur eux ?»« Pas du tout !» ai-je assuré fermement. « Tu t'es défendue, et tu nous as défendus. Rosa dit que je tiens mon courage de toi. Je l'ai embrassé sur le front. On se le transmet toutes les deux. Le lendemain matin, la réalité a repris ses droits. Il fallait encore que je trouve une solution pour la garde d'Anna, que je me remette à flot à la fac, que je règle les factures et que j'assiste aux cours. Mais tout me semblait plus facile à affronter, sans la peur constante de perdre Anna qui me hantait jusque-là. Le neveu de Rosa, Louis, a proposé de m'aider pour les trajets. Sa femme, Maria, tenait une garderie à la maison et pouvait accueillir Anna après l'école, pour moins cher que ce que je payais avant. Ma tutrice de stage a accepté que je rattrape mes heures pendant les vacances d'hiver. Les cours de parentalité ont fini par être utiles, pas parce qu'il me restait à apprendre à être mère, 8 ans de pratique, ça forme, mais parce que j'y ai rencontré d'autres jeunes mamans qui menaient, elles aussi, leur propre bataille. On a créé un petit réseau, on s'entraidait, on s'échangeait des gardes, on révisait ensemble. Mes parents ne sont jamais venus aux premières visites surveillées, ni à la deuxième, ni à la troisième. L'assistante sociale a fini par arrêter de m'appeler au bout de 4 mois. Au printemps, j'avais retrouvé le rythme à la fac. Anna s'était adaptée à notre nouvelle routine, même si elle tenait à vérifier 2 fois les verrous avant d'aller se coucher. Certaines blessures prennent du temps à cicatriser. Un soir, alors que je révisais mes calculs de dosage et qu'Anna construisait une cabane avec les coussins du canapé, elle a levé les yeux vers moi. « Maman, je suis contente qu'ils aient essayé de me prendre. J'ai failli lâcher mon manuel. »« Comment ça ? Pas contente dans le sens heureux, mais maintenant, je sais que tu ne m'abandonneras jamais, même quand c'est compliqué, même quand ils ont essayé de te forcer. » Je l'ai prise sur mes genoux, les yeux embués de larmes. « Jamais, ma chérie, même pour tout l'or du monde. »« Je sais, » a-t-elle répondu tout simplement, puis elle s'est dégagée. « Tu viens m'aider pour ma cabane ? Elle s'écroule tout le temps.